Donc pour les participants, vous allez avoir la possibilité de nous poser quelques questions à travers le chat. Alors si ça fonctionne comme moi, au-dessus de votre nom, vous devez avoir une petite bulle de bande dessinée avec 3 petits points. Ça vous ouvrira une page chat et vous pourrez poser des questions, on répondra à la fin de la présentation. Encore des nouveaux inscrits, bonjour, bienvenue. On va pas tarder à commencer d'ici 3-4 minutes maintenant. Bonjour aux nouveaux inscrits, on va pas tarder à commencer. D'ici 2 minutes maintenant. Petite information que j'ai déjà fait passer, je vais vous le redire en début de présentation. Par l'espace chat que vous avez sur l'espace de présentation, vous allez pouvoir nous poser quelques questions et nous y répondrons à la fin de la présentation. Allez, on se lance. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire sur le thème de la loi de finances que nous organisons.
C'est une réunion que régulièrement nous organisons en présentiel, mais cette année, étant donné le contexte, on se lance comme beaucoup sur un format digital et donc un webinaire. Le thème, c'est pas le plus original du monde, c'est la loi de finances. La loi de finances chez les experts comptables, c'est comme FIFA ou Call of Duty chez les amateurs de jeux vidéo, c'est un exemplaire chaque année. Et encore, vous allez le voir, cette année, on a un peu plus de chance parce qu'on a eu plus d'exemplaires de lois de finances. On a eu notamment 3 lois de finances rectificatives. On va passer. Ce matin, nous serons 3 à intervenir. Je serai accompagné de Thierry Allegro et Dominique David. Nous sommes tous les 3 experts comptables associés du cabinet Sibeli. Donc, on rentre dans le vif du sujet avec en introduction quelques mots. On considère que la loi fiscale et que l'année 2020 a été une année fiscalement réussie. Pourquoi ça? Tout simplement, nous avons eu droit à 3 lois de finances rectificatives au cours de l'année, notamment avec des lois importantes en mars et en juillet et en octobre, pour faire face notamment à l'épidémie de Covid. Ces 3 lois de finances, plus la loi de finances habituelle qu'on sort chaque année, ça nous a fait un global de 280 articles dans la loi de finances, exactement 271. D'habitude, il faut compter 80 articles, donc vous voyez qu'elle est quand même beaucoup plus élevée. Quand on a plusieurs lois de finances en cours d'année, souvent, vous l'observez, c'est à la suite de l'élection présidentielle, parce que le président nouvellement élu veut faire passer un jeu de réforme, et donc fait une loi rectificative en cours d'année. 3 grandes lignes qu'on va vous présenter. Stabilisation de l'impôt, que ce soit pour les particuliers que pour les professionnels, volonté du gouvernement. Des mesures qui commencent aujourd'hui ou avec cette loi de finances 2021 qui veulent s'inscrire dans le temps. Notamment, on va parler un petit peu de TVA. On va un peu se projeter avec de la facturation électronique, parce qu'il faut se préparer pratiquement dès maintenant. Après, on fera un volet sur des mesures spécifiques dédiées à l'accompagnement des entreprises. Si vous suivez le sommaire, on va aborder cette présentation d'une manière très logique, très traditionnelle. On commence par les particuliers, on va aller sur les professionnels, entreprises et sociétés bien évidemment, et une partie qui serait autre, qui sera abordée par Dominique sur la TVA et les autres dispositifs fiscaux de cette année. Thierry interviendra, lui, j'ai oublié de le citer, sur l'espace professionnel. Je vous rappelle, vous avez possibilité de poser des petites questions à travers le chat, on y répondra en fin de présentation. Voilà. On attaque sur la fiscalité des particuliers. Alors, au niveau de la fiscalité des particuliers, comme chaque année, il y a un relèvement du barème, du seuil du barème, donc, qui suit l'inflation. Donc, vous avez légèrement une hausse de 0,2%. Voilà. Cette hausse va impacter tous les plafonds et les réductions d'impôts auxquels vous avez droit. Tous les plafonds que vous connaissez augmentent de 0,2%. C'est ce que vous devez retenir. Les chiffres n'ont pas spécialement d'importance, ils sont entrés dans l'ordinateur et il y en a tellement que je ne les connais pas de tête. Ce que vous pouvez retenir comme ordre d'idée, pour les pensions que vous versez à un étudiant ou à un mineur, à un jeune majeur, ce que vous versiez était déductible de 3 947 euros, 3 950, ça passe à 3 960, 3 959 exactement. Voilà. Voilà ce qu'on peut en dire. Vous avez dans le slide d'après le barème de l'impôt. Ce que vous pouvez retenir, 2 choses. On rentre dans l'impôt, dans l'imposition fiscale pour un célibataire, pour une personne seule, à partir de 10 084 euros. Et au niveau des tranches, vous observez que la tranche 7 et 14 ont disparu. C'est pérennisé par une seule tranche à 11. Voilà. Ça, c'est du traditionnel. Maintenant, d'autres dispositions concernant. Là, 2 dispositions, les 2 premières sont des dispositions très traditionnelles et les 2 autres sont très spécifiques. Encore une fois. Exonération de la prime versée au personnel soignant, dans la limite de 1 500 euros. Vous avez également les exonérations des heures supplémentaires effectuées par les salariés. C'est plafonné à 5 000 euros. Et pour les heures effectuées pendant la période d'urgence sanitaire, c'est-à-dire mars à juillet, on passe de 5 000 à 7 500 euros.
Une mesure qui a le mérite d'exister pour les indépendants qui vont débloquer une partie de leur épargne, ben, au lieu d'être taxés à la flat tax de 30%, une partie sera exonérée. Les deux autres mesures vont s'inscrire dans un cadre bien précis. Ça fait suite à des recours devant le Conseil constitutionnel, non pas le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. En effet, les traitements réservés par l'administration aux situations que je vais vous décrire ont été déclarés comme des inégalités devant la loi et devant l'impôt au niveau de la Constitution. La première, c'est la prestation compensatoire mixte en cas de divorce. Donc, lors d'un divorce, les ex-conjoints peuvent se mettre d'accord sur le versement d'une prestation compensatoire. Cette prestation compensatoire, on pouvait la verser de diverses formes. Je verse un capital en une fois dans les 12 mois qui suivent le divorce ou rupture de Pacs. Le conjoint, l'ex-conjoint qui verse pouvait obtenir une réduction d'impôt allant jusqu'à 25% de la somme versée. Si, une autre méthode, on décidait de verser sous forme de rente, c'est-à-dire un peu chaque mois. Ce qui se passait, c'est qu'on se retrouvait dans une imposition comme les pensions alimentaires, donc déductible chez la personne qui verse, imposable chez la personne qui reçoit. Il y avait une autre solution qui était la prestation compensatoire mixte. Je verse une partie sous forme de capital et une partie sous forme de rente. Jusqu'à ce début d'année, seule la partie versée sous forme de rente était déductible de l'impôt. Ça voulait dire que le conjoint qui versait la part sous forme de capital ne bénéficiait pas de la réduction de 25%. Le Conseil constitutionnel a jugé que c'était une inégalité. Il a rétabli l'équilibre. Deuxième mesure, ça concerne vous êtes allé un peu vite. Ça concerne la déductibilité sur les contributions aux charges du mariage. Là encore, pareil, très spécifique. Il faut deux conditions, notamment, c'est être marié sous le régime de séparation de biens et vivre dans des résidences séparées. Donc, marié et vivre de manière séparée. Ça peut être volontaire, ça correspond à des nouveaux modes de vie. Ça peut être transitoire dans le cas de séparation, instance de divorce. Ça peut être aussi subi dans le cas où c'est des éloignements dans conditions professionnelles. Donc, dans ce cas-là, résidence séparée et séparation de biens, vous avez obligation de faire des déclarations séparées. Ces déclarations séparées, l'administration n'admettait en réduction d'impôts, en déduction de vos impôts, les charges que vous versiez que si vous aviez une décision de justice. Donc, si c'était volontaire ou subi du fait de l'éloignement professionnel, vous ne pouviez pas déduire les sommes que vous versiez pour le fonctionnement du ménage. Déséquilibre. Donc là, on a rétabli l'équilibre. Voilà. Donc, déductible chez l'époux qui verse et imposable chez l'époux qui reçoit. Voilà. Quelques dispositions au niveau de l'immobilier. Pas de révolution. On a prorogé des systèmes existants. Exonération de cession de droits de surévaluation. On cherche du foncier, donc on propose de surévaluer les immeubles existants. Lorsque vous vendez un bien immobilier en vue de construire des logements sociaux, vous pouvez bénéficier d'une réduction, d'exonération. C'est une bonne chose. Par contre, je vous invite à beaucoup de prudence parce que l'exonération, vous l'aurez de plein droit. Par contre, il faut que l'acquéreur, et donc l'entité qui va s'engager à construire, respecte son obligation de construire des logements sociaux. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité en cas de pénalité. Qu'est-ce qui se passe si le constructeur s'engageait à construire des logements sociaux et qu'il n'en construit la moitié ou qu'il ne construit pas? Est-ce que votre exonération peut être remise en cause? Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Donc, plutôt, soyons prudents lorsque vous vendez dans de telles circonstances. Il y a un autre dispositif qui va être encore qui existe, c'est un dispositif pour les zones de revitalisation du territoire. Je crois que ça doit être sur le slide suivant. Vous aviez, voilà, c'est dans le cadre de la loi Elan, c'est pour redynamiser certains territoires, des exonérations et des abattements qui sont décrits, qui sont augmentés. Dans les Alpes-Maritimes, une seule zone, c'est à Grasse.
ou dans le Var, vous avez Draguignan. Si vous souhaitez savoir où trouver des zones ORT par rapport à votre patrimoine, il faut aller sur le ministère de l'Aménagement du Territoire. Les zones sont toutes répertoriées. J'y étais encore la semaine dernière, c'est au 20 ou 30 septembre. Il n'y a plus rien depuis. Mais voilà, c'est des zones très spécifiques. Voilà pour les plus-values immobilières. Ça va vous concerner, vous, les chefs d'entreprise. Majoration de 1,25 pour les revenus distribués et soumis au prélèvement forfaitaire unique. Vous savez, maintenant, tous les revenus distribués sont soumis à 30%. Qu'est-ce qui se passe? Suite à un contrôle fiscal, l'administration peut déterminer que des sommes ont été irrégulièrement distribuées aux dirigeants ou à certains bénéficiaires. L'administration va chercher à récupérer l'impôt dû. Et du fait de la flat tax, vous étiez soumis à 30%. Eh bien, figurez-vous que ça pouvait faire un effet d'aubaine pour certains. Parfois, il valait mieux avoir un compte courant débiteur de 100 000 euros, payer 30% d'impôt dessus, que le soumettre à l'impôt marginal si vous étiez, par exemple, dans la tranche à 45. Donc, ils se sont aperçus de ce petit effet d'aubaine, ils ont voulu rééquilibrer. Il y a une majoration de 25%. Je vous laisse faire le calcul, parfois 100 000 à 40% coûte toujours plus cher que 125 à 30. On va suivre donc ça. Le crédit d'impôt transition écologique. Cherchez pas, il disparaît, il s'arrête. Par contre, il a encore des effets sur tous les devis qui ont été signés jusqu'au 31 décembre 20. Donc, vous allez pouvoir bénéficier des réductions d'impôts et des crédits d'impôt sur les travaux que vous allez faire dans votre maison pour améliorer notamment sa capacité énergétique. Ce dispositif est supprimé, ça fait 2-3 ans qu'on en parle, la suppression a été votée même l'année dernière, le temps de mise en place. Il est remplacé par le nouveau système qui est MaPrimeRénov', qui est actif depuis octobre 2020. Donc pareil, c'est orienté sur certains types de réparations, certains équipements de la maison. L'objectif du gouvernement, lutter contre les passoires énergétiques, c'est la rénovation des bâtiments. Voilà pour MaPrimeRénov'. Ça concerne les personnes physiques, et puis Dominique en parlera parce que ça concernera aussi les entreprises. C'est le bonus écologique pour les véhicules. Donc, vous l'avez vu, on en a beaucoup parlé, notamment avec le déconfinement, les rachats de voitures. Donc, des bonus qui peuvent aller jusqu'à 7 000 euros. Ça, c'est la bonne nouvelle. À l'inverse, vous avez le malus qui augmente. On peut monter jusqu'à 30 000 euros. Puis, avec l'instauration d'un nouveau malus, qui est en plus du malus pollution, vous avez le malus au poids pour les véhicules supérieurs à 1,8 tonne. Donc, bonus écologique est maintenu. Création d'un crédit d'impôt pour l'installation de bornes de recharge à domicile. Maintenant, si vous souhaitez intégrer, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt. Alors, la dépense paraît intéressante. 75% de l'installation peut donner droit à crédit d'impôt. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne, c'est que c'est limité à 300 euros. Donc, ce qui sera intelligent pour vous, c'est retenir que vous pouvez avoir une réduction d'impôt de 300 euros par installation d'un système de charge. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est que dans un couple, souvent, on est deux véhicules. Donc, vous pouvez avoir 300 euros, non pas pour un foyer, mais par personne. Ça permettra d'éviter les disputes. Et parce que vous pouvez partir en week-end dans votre résidence secondaire et il faut également revenir, vous allez avoir la possibilité d'avoir la réduction, le crédit d'impôt pour chaque installation. Donc, jusqu'à 4 installations, hein, deux par résidence, par exemple. Donc limité 300 euros. Les 75% c'est séduisant, mais 300 euros dès que vous voulez un matériel un peu efficace. Voilà. On continue. L'investissement locatif Pinel. Donc pour toutes les acquisitions que vous allez faire à partir de maintenant jusqu'en 2024, les incitations fiscales, les crédits d'impôt vont diminuer. Le dispositif va se retrouver de moins en moins intéressant pour être complètement supprimé au 1er janvier 2025.
On ne va pas s'inquiéter. Hein. Ça fait 40 ans que l'État cherche à développer l'investissement locatif. Donc, on est pratiquement sûr qu'il va y avoir un nouveau dispositif. Les conditions de déduction et les taux vont changer, ainsi que le nom. Donc, on ne s'inquiète pas. Et on se reparlera des nouveaux dispositifs quand ils seront connus. On peut changer. Maintenant, je cède la parole à Thierry. Et je vous rappelle que si vous voulez des questions, vous avez l'espace chat. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des bénéfices professionnels et donc de l'impact de la loi de finances sur ces bénéfices professionnels, qui a été également fortement impacté par la crise sanitaire et donc par le Covid. Donc, le premier dispositif de la loi de finances pour les bénéfices professionnels, c'est l'impact fiscal de la réévaluation libre. Donc, un petit mot déjà sur ce que c'est que la réévaluation libre. La réévaluation libre, c'est un mécanisme comptable qui permet de renforcer les capitaux propres. En clair, on va prendre les immobilisations corporelles que vous avez à l'actif de votre société, qui ont sur votre bilan une valeur comptable, et on va les réévaluer à leur vraie valeur. Donc, par exemple, sur un bien immobilier qui a été acheté il y a des années, il est sur une valeur comptable qui est très faible, et bien on va le réévaluer à sa valeur vénale, à sa valeur du marché. Ça va avoir pour conséquence d'augmenter les capitaux propres de votre entreprise en générant un bénéfice. Et bien, la première chose, c'est que les effets fiscaux de cette réévaluation sont lissés. En clair, on ne va pas avoir d'imposition du bénéfice. Et la deuxième conséquence est que mon bien immobilier, qui est désormais sur une valeur beaucoup plus importante, je vais à nouveau l'amortir. Et bien, ces amortissements, il faut aussi qu'on contrebalance les effets de ces amortissements. Donc, c'est pour ça que les effets sont sur les amortissements. On va les réintégrer sur une période de 15 ans fiscalement afin de les faire coïncider avec leur amortissement comptable. 5 ans pour les actifs amortissables. Pour les écarts de réévaluation qui concernent un bien non amortissable, c'est par exemple le cas du terrain. Le terrain de votre entreprise n'est pas quelque chose qui est amortissable. Et bien le gain qui a été calculé sera tout simplement en sursis d'imposition et vous ne payerez dans tous les cas que la plus-value au moment de la cession, et cette plus-value sera calculée sur la valeur originale avant réévaluation. Toujours sur la réévaluation libre, il faudra donc bien documenter ces éléments, notamment toutes les informations qui concernent les amortissements, provisions et plus et moins-values qui étaient déjà afférentes à ces biens-là. Ça va se faire dans les annexes légales et dans une documentation qui sera jointe à vos comptes. Le deuxième sujet, qui est également un sujet qui est fortement lié au Covid, concerne les entreprises en conciliation. Un petit mot sur qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qui est en conciliation. Une entreprise est en conciliation quand elle réunit ses différents créanciers et qu'elle se met autour de la table avec eux alors qu'elle a des difficultés financières pour mettre en place un échelonnement. Il ne faut pas que l'entreprise soit dans un état de cessation des paiements, sinon on serait plutôt dans une procédure de redressement judiciaire. Mais donc, quand on est en situation de conciliation, les entreprises qui décident d'abandonner leurs créances à caractère commercial peuvent le faire et les abandons sont déductibles sans que la société qui les consent n'ait apporté de justification. Ce qui peut sembler assez étrange à la lecture de cette phrase est très important pour les comptables et les fiscalistes parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Il fallait que ce soit fortement justifié. Là, on peut abandonner. Le but étant de, j'ai un de mes sous-traitants qui est en difficulté, je lui abandonne ma créance et l'abandon de ce créance sera déductible. C'est vraiment dans le but d'aider les entreprises en difficulté dans le cas de la crise Covid. Alors, la slide suivante, et ça va être les prochaines slides, on va parler donc des loyers. C'est un sujet qui a fortement fait débat lors du premier confinement, parce que notre président Emmanuel Macron avait dit qu'il allait aider les entreprises quoi qu'il en coûte, mais avait été resté assez évasif concernant les loyers. Donc, la première chose qui est prévue, c'est pour le bailleur, il est prévu la déductibilité des loyers abandonnés. Pareil, cette phrase que je vous dis qui peut vous sembler tout à fait logique, si j'abandonne un loyer, c'est normal que je ne paye pas d'impôt, n'est pas quelque chose qui est de fait inscrit dans la loi. D'accord ? Il a fallu mettre un dispositif sur la deuxième loi de finances rectificative pour dire que si j'abandonne un loyer, j'aurai la possibilité de le déduire. D'accord ? Donc, vous ne serez pas imposé sur des sommes que vous n'avez pas perçues, ce qui peut nous sembler logique.
Il y a néanmoins des conditions. Ça concerne les abandons de loyers qui ont été consentis entre le 15 avril 2020 et ça va aller jusqu'aux abandons de loyers qui vont être consentis jusqu'en juin 2021. La particularité, il ne faut pas qu'il y ait de lien de dépendance avec le bailleur. Donc, si vous êtes propriétaire des murs et que vous voulez vous abandonner un loyer, ce n'est pas prévu par la loi, il faudra en apporter la justification. Là, on est sur une déduction sans justification en intégralité. Si vous êtes dans un lien de dépendance, donc si vous êtes propriétaire des murs de votre société et que vous avez voulu abandonner le loyer, il faudra apporter la justification des difficultés économiques réelles qu'a rencontré la société qui exploite les murs. Le deuxième sujet, ça concerne le crédit d'impôt sur l'abandon des loyers. Vous avez sûrement entendu ça parce que c'est un sujet qui a fait forte communication de la part de l'État sur la fin d'année. L'État a permis aux entreprises, que ce soit un bailleur professionnel ou un bailleur personne morale, de bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% sur les montants des loyers qu'il aura abandonnés au titre du mois de novembre et seulement du mois de novembre. D'accord ? Cet abandon de loyer ne concernera que les entreprises locataires qui sont touchées par les mesures restrictives dans le cadre de l'état d'urgence, c'est-à-dire les entreprises qui ont l'obligation de fermeture. Il y a néanmoins plusieurs conditions pour le bailleur et notamment des conditions vis-à-vis du locataire, ce qu'on va voir sur la slide suivante. Donc, la première chose, c'est pour le locataire, l'État a dit vous ne pourrez abandonner le loyer qu'aux entreprises qui ont subi une interdiction d'accueil du public. D'accord ? Première location qui concerne le locataire. Deuxième, il ne faut pas que votre locataire ait un effectif qui soit supérieur à 5000 salariés. Et enfin, votre entreprise ne devait pas être en difficulté au 31 décembre 2019. On va voir slide suivante, que l'entreprise ne doit pas non plus être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Donc, les secteurs concernés sont naturellement les secteurs qui ont subi une interdiction d'ouverture, tels que l'hôtellerie, la restauration, les cafés, le tourisme, l'événementiel, le sport et la culture. On en vient au cas particulier. S'il y a un lien entre le bailleur et le locataire, donc notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes propriétaire des murs en direct ou via une SCI et que vous avez en dessous la société d'exploitation qui vous appartient, vous devrez justifier que l'entreprise qui exploite les murs a vraiment une difficulté de trésorerie et c'est en conséquence de cela que vous avez abandonné au titre de bailleur le loyer. Slide suivante, s'il vous plaît. Guillaume vous a parlé tout à l'heure du crédit d'impôt pour la transition énergétique pour les particuliers qui était abandonné et qui était remplacé désormais par un mécanisme de subvention. Ben, le crédit d'impôt, cette fois, il s'appelle pour la rénovation pour les TPE-PME. Donc, c'est un dispositif qui a pour but de favoriser les entreprises qui font des dépenses de rénovation énergétique dans leurs bâtiments, alors à usage tertiaire, donc ce n'est pas dans les bâtiments industriels, dont elles sont propriétaires. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une dépense, vous allez avoir 30% de ces dépenses qui seront éligibles à un crédit d'impôt. Le crédit d'impôt ne pourra pas dépasser les 25 000 euros. 30%, 25 000 euros, ça fait 83 000 euros de dépenses, ce qui est quand même assez confortable pour des dépenses énergétiques. Après, tout dépend de la taille aussi du local. Ça vise les dépenses qui vont avoir lieu entre le 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021. Le sujet suivant concerne le crédit d'impôt recherche et innovation. Ce crédit d'impôt recherche qui a toujours été très favorable et très avantageux en France devient un peu moins favorable. En effet, il y a la fin de l'avantage à sous-traiter les dépenses auprès d'un organisme de recherche et le taux majoré de l'impôt, le taux majoré du crédit d'impôt recherche à 50% est supprimé. La note importante aussi, c'est celle qui est en rouge. À compter du 1er janvier 2021, seul le ministère de la Recherche est habilité à délivrer des rescrits. Donc, en clair, si vous avez un doute sur le fait que est-ce que vous êtes bien éligible au crédit d'impôt recherche et que vous souhaitez faire un rescrit, on ne le fera plus seulement, on ne le fera plus aux impôts, on le fera directement auprès du ministère de la Recherche qui dira si votre entreprise est éligible à ce crédit d'impôt. Le sujet suivant concerne le
et notamment le taux réduit de l'impôt société qui est fixé à 15%. Donc, le taux d'impôt sur les sociétés fixé à 15%, je rappelle, il y a plusieurs conditions. La première, c'est qu'il faut que le capital soit détenu par des personnes physiques ou à 75% par des personnes physiques. Et s'il y a une société interposée, donc une holding, elle doit elle-même être détenue par des personnes physiques à plus de 75%. La deuxième condition, c'était que le capital doit être entièrement libéré. La troisième condition était une condition de chiffre d'affaires. Le plafond était à 7 630 000. Donc, une entreprise qui faisait 8 millions de chiffre d'affaires, mais qui remplissait les autres conditions, n'était pas éligible au taux réduit d'impôt société à 15%. Ce plafond de 7 630 000 a été désormais monté à 10 millions d'euros. C'est applicable aux sociétés de groupe. On peut revenir, je voulais juste préciser quelque chose à ce sujet concernant non pas le taux d'impôt société à taux réduit de 15%, mais le taux d'impôt société en général. Pour mémoire, le taux d'impôt société en général était avant de 33,1%, 33,333. Ce taux a été, sous le mandat de François Hollande, diminué à 28, puis a continué à descendre. Ce dispositif avait été repris par Emmanuel Macron et le dispositif avait été rallongé dans le temps. Donc, on est passé de 33,1 à 28%, 28% jusqu'aux exercices clos au 31/12/2020. Et pour les exercices 2021, ce taux passe à 26,5% et il passera à 25% au 1er janvier 2022 pour les exercices qui ouvriront à partir du 1er janvier 2022. Donc, on a quand même une grosse baisse du taux d'impôt société. Alors ça a été prévu par des lois de finances antérieures, mais je trouvais intéressant d'en parler lors de ce sujet. Alors là, il s'agit de la prolongation d'un dispositif qui est déjà existant. C'est un dispositif qui est prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. C'est si vous cédez vos locaux professionnels dans le but de les transformer en logements. C'est tout simplement la taxation qui habituellement aurait dû être taxée au taux normal d'impôt société, donc au taux à 25, 26, 26,5 ou 28% suivant la période, est à la place taxée au taux de 19%. Donc, c'est vraiment un gain sur la cession que vous allez faire et donc sur un gain sur la taxation de la plus-value que vous allez réaliser. Le dernier sujet concerne les entrepreneurs individuels. Les entrepreneurs individuels, vous savez déjà tous ce que c'est qu'un centre de gestion agréé parce que vous payez chaque année la cotisation à 240 € pour éviter de voir la majoration de vos bénéfices de 25%. Cette majoration, elle va être progressivement supprimée pour les entreprises qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé. En 2020, si vous n'avez pas adhéré à un centre de gestion agréé, la majoration ne sera que de 20%. Elle sera de 15% pour 2021, 10% pour 2022 et la majoration sera totalement supprimée à compter de l'imposition des revenus 2023. C'était le dernier sujet concernant les bénéfices professionnels. Je laisse la… Merci Thierry, bonjour à tous. Ravi de vous voir en ligne aujourd'hui. Alors, je vais vous parler, moi, de nouvelles règles en matière de TVA, parce que dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA, qui est un sujet sensible, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente la moitié des recettes fiscales de l'État. Donc, la loi de finances a prévu des mesures déjà adoptées par certains de nos voisins européens, et donc je vais vous parler de la facture électronique et de la TVA sur les ventes à distance. Au niveau donc des factures électroniques, dans moins de 2 ans, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2023, nous devrons faire notre deuil du papier, car la facture électronique sera obligatoire dans les relations interentreprises, entre 2 entreprises. Et tout va aller très vite dans la mesure où la loi de finances a autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance. On y reviendra très certainement dans le cadre d'une réunion physique ou virtuelle afin d'approfondir le sujet, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place. Mais pour l'instant, retenez que vous devrez générer des factures de vente électroniques qui seront transmises non seulement à vos clients professionnels, mais également à l'administration fiscale. Ça permettra donc à l'État de savoir en temps réel le niveau de l'activité économique. Et puis, corrélativement, vous devrez accepter les factures électroniques que vos fournisseurs vont vous envoyer.
La slide suivante. Au niveau donc du tout ce qui est commerce électronique, le dispositif devait entrer en vigueur au 1er janvier, mais il a été repoussé au 1er juillet prochain. En fait, ça ne concerne que les ventes faites par Internet à distance. La nouveauté, c'est que désormais, il vous faudra appliquer le taux de TVA en vigueur dans le pays de résidence du particulier acquéreur. Pour l'instant, on était sur un autre système, mais là, ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'il faudra appliquer le taux de TVA de chaque pays. La slide suivante, s'il vous plaît. Les autres dispositions fiscales, on va parler un petit peu de simplification, droit d'enregistrement. Alors, la taxe sur les véhicules. Vous avez vu hein, dans les médias, hein, on a beaucoup parlé de la lutte contre la pollution. Et donc, on durcit le malus automobile pour les véhicules de tourisme, gros émetteurs de CO2. Le législateur, il est parti du fait que plus un véhicule est lourd, plus il émet de CO2. Donc, à partir de 1,8 tonne, eh bien, il va y avoir une taxation. Et puis, vous avez, dans le cadre des sociétés, la très redoutée TVS, la taxe sur véhicules de société. Alors, je dis très redoutée à cause de son coût annuel, hein, qui va de au plus bas 21 € et au plus haut à plus de 7 800 € par an et non déductible des résultats pour le calcul de l'impôt sur les sociétés. Eh bien, ça, c'est en train d'être refondu et ça sera applicable début 2022. On connaît à peine les contours de cette réforme. On avait même très peur que ça concerne aussi les entreprises individuelles qui utilisent un véhicule de tourisme. Bon, mais je rappelle que ça ne touche que les véhicules de tourisme. Tous les véhicules utilitaires ne sont absolument pas concernés par cette réforme. Après une petite simplification, peut-être, si on peut passer à la slide suivante. Oui, ça j'ai parlé, c'est bon. On va parler des droits d'enregistrement dus par les sociétés. Alors ça, c'est une petite simplification et un allègement au niveau du droit des sociétés. Désormais, vous n'aurez plus de droits d'enregistrement à payer sur certaines opérations assez peu courantes dans la réalité, hein, comme une réduction, une augmentation de capital. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'économie que vous ferez, ça ira entre 375 et 500 €. La slide suivante. Beaucoup plus intéressant, et il faut vite en profiter car ça se termine le 30 juin prochain. En plus du dispositif habituel d'exonération de droits sur les donations consenties à vos enfants, hein, c'était 100 000 francs par enfant et par ascendant tous les 15 ans, eh bien là, il y a un petit dispositif où vous pouvez procéder à une donation en espèces de 100 000 € maximum par donateur. Alors attention, c'est à partager entre tous vos enfants, à condition qu'ils réemploient ces fonds soit dans la souscription au capital d'une PME qu'ils dirigent, hein, s'ils veulent se mettre à leur compte par exemple, ou bien dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique, ou encore pour construire leur résidence principale. Alors, j'attire votre attention sur le terme « espèce ». Ça signifie que vous allez donner une somme d'argent qui provient d'un compte bancaire à l'exclusion de tout autre bien, meubles, immeubles, et encore moins de sommes d'argent en billets ou en pièces. Alors, une petite mauvaise nouvelle quand même. Eh bien, à cause de la pandémie, l'administration fiscale, elle n'a pas pu exercer son droit de contrôle, n'a pas pu intervenir. Donc, du coup, le législateur, il a décidé de reporter la prescription au 14 juin 2021. Par exemple, les revenus de 2017 qui devaient être prescrits au 31 décembre 2020 ne le seront réellement qu'après le 14 juin prochain. Enfin, dernière mesure significative de cette loi de finances, l'assujettissement aux cotisations sociales pour les revenus de location meublés, j'insiste bien meublés, est perçu par les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels, ce sont des loueurs meublés qui font
plus de 23 000 € de recettes annuelles provenant de locations de courte durée, c'est-à-dire des locations à des personnes qui n'élisent pas domicile dans le local. Il faut également que ces revenus de loueurs en meublé professionnel soient supérieurs à l'ensemble des autres revenus du foyer fiscal. La location meublée étant un vaste sujet, on vous propose de l'approfondir lors d'un prochain webinaire qui est prévu le 9 mars prochain, et on vous présentera à cette occasion les différents statuts que vous pouvez adopter, les avantages fiscaux et patrimoniaux que vous pouvez obtenir de la location meublée. Donc voilà, prenez date pour le 9 mars à 8h45 et on vous présentera la location meublée. Eh bien, Guillaume, Thierry et moi-même, nous vous remercions de votre attention et nous attendons avec impatience vos questions. Guillaume, tu veux reprendre la parole? Oui, je reprends la parole. Excusez-moi, j'avais coupé le micro. Une petite question qui revient très régulièrement, qui est récurrente chez nous, c'est la différence entre le crédit d'impôt et la réduction d'impôt. Donc, la réduction d'impôt, c'est une somme qui vient en diminution de votre impôt. C'est une baisse d'impôt. Le crédit d'impôt a l'avantage, lui, c'est qu'il est remboursable. Donc, vous avez de l'impôt à payer, on applique la réduction du crédit d'impôt, et si le crédit d'impôt donne le droit à un remboursement si le crédit est supérieur à ce que vous devez verser. Donc, voilà la différence. La réduction, ce n'est pas restituable, le crédit est restituable. C'est une question qu'on a souvent. Dominique, j'en profite, une précision. Dans le don en espèces de 100 000 €, Oui. est-ce que ça concerne l'acquisition de la résidence principale ou seulement la construction? Alors, a priori, le texte parle de construction. Maintenant, il va certainement avoir, d'ici quelques temps, des précisions sur l'application du texte. Parce qu'aujourd'hui, donc, ça serait seulement construction, hein, pas acquisition. Oui. Des remarques aussi concernant les véhicules, tout ce qu'on vous a évoqué sur le poids, la pollution. L'objectif, c'est de développer la vente des véhicules hybrides et électriques. Hein. Donc, les véhicules hybrides qui dépasseraient une tonne 8 ne sont pas soumis à ce nouveau malus du poids. Encore là, on vise les gros véhicules, les gros SUV, les voitures de sport. Voilà. Sur la TVS, tiens, on peut rajouter aussi que les 2 roues ne sont absolument pas concernées. Donc voilà, j'ai regardé les malus, vous avez vu, maintenant ça devient vraiment pénalisant, hein. Sans aller chercher des véhicules extrêmes, hein, une Audi, pas les RS4, pas forcément les S3, mais rien que une Audi A4 avec un 4x4 ou une 4 roues motrices, une série 3, une Mercedes, donc des voitures que les entreprises qu'on trouve dans les flottes d'entreprises, on se retrouve facilement à des malus de 2 000 – 3 000 €, hein, donc c'est significatif. Alors pour nos auditeurs, toute notre intervention de ce matin sera disponible très très bientôt en replay. Hein. Donc vous pourrez la revoir. J'ai l'impression qu'on a plus de questions. Oui, la présentation sera disponible. Concernant la taxation de la TVA, pays de résidence de l'acquéreur, oui, cela concerne effectivement, ça concernera les particuliers et les entreprises. C'est le régime de la TVA intracommunautaire qui s'applique. Donc là, vous facturerez en hors taxe. Alors,
Et pour les particuliers, il y a une difficulté. C'est comment connaître le taux de TVA dans le pays où vous allez vendre. Donc là, il y a une difficulté avec la plateforme. Ce qu'on observe souvent, c'est que sur les plateformes marketplace type Amazon, après vous avez d'autres marketplaces qui sont dédiés, par exemple pour tout ce qui est bâtiment, vous avez Mano Mano, vous pouvez avoir type Fnac dans d'autres pays. En général, ce qu'ils vous demandent, c'est de rentrer le prix hors taxe sur le site internet, et c'est eux qui appliqueraient la TVA applicable à votre client, à l'acheteur. Vous récupérez des récaps de vente avec des TVA, une case, taxe applicable. Nous, on considère que c'est de la TVA. Donc, il y aura toujours des petits ajustements à refaire avec votre compta. Mais rassurez-vous, ça se passe normalement sur la plateforme. Parce que j'ai un client qui vend un peu aux États-Unis via une plateforme, c'est 50 États, c'est 50 TVA différentes. Hein, donc, c'est compliqué. Et la TVA... Ouais, on a encore des questions. Si la présentation allait être disponible. Et oui, la présentation qu'on vous a montrée sera téléchargeable et vous y aurez accès avec le replay. En principe, la présentation PDF que vous aurez sera enrichie par rapport à la version que vous avez, qui se voulait beaucoup plus étayée, donc beaucoup plus lourde à vous présenter. Et donc là, celle-là, on l'a un peu simplifiée. Bon, mais si on n'a pas d'autres questions, on vous remercie d'être venu, de nous avoir écoutés. Et on va vous souhaiter une bonne journée. À très bientôt et n'hésitez pas à nous faire part des interventions, des sujets d'intervention que vous voudriez avoir. On se retrouvera le 9 mars pour un prochain sur la location meublée. Ça aussi, c'est un sujet à la mode chez nous. Nous sommes très interrogés dessus et ça, on va suivre la tendance. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.